À 28 ans, Lise Meitner, à peine son doctorat S physique obtenu, quitte son Autriche natale pour Berlin. Elle espère pouvoir rejoindre l'avant-garde de la recherche sur la radioactivité. Et en 1907, elle devient l'assistante de Max Planck, qui lui offre de travailler avec Otto Hahn. Mademoiselle Meitner? Oui. Otto Hahn, chercheur à l'Institut de chimie. Le professeur Planck a suggéré que je... Professeur Hahn, j'ai lu vos 2 articles sur le thorium et le mésothorium, et le professeur Planck a suggéré Oui, il a suggéré que je vienne vous voir. Il me faut un collaborateur en qui je crois que je pourrais être utile en physique analytique. Et en mathématiques. Oh, oui, et en mathématiques. Vous savez, l'étude des atomes devient de plus en plus une collaboration entre chimistes et physiciens de nos jours. Oui, c'est certain. Je demanderai à Fischer en laboratoire, qu'en dites-vous? Oh, excellent. À bientôt dans ce cas. Lise Meitner vient d'embarquer pour un voyage qui va infléchir radicalement l'histoire du monde. Un voyage commencé avec la découverte de la radioactivité par Henri Becquerel et Pierre et Marie Curie à la fin du 19e siècle, et qui a connu une impulsion majeure lorsque Einstein tenta d'élucider le mouvement des particules dans un milieu liquide. Et c'est les calculs qu'il va faire à propos du mouvement brownien qui vont aboutir à une loi théorique qui est celle de la diffusion des particules au sein d'un liquide. Et ça va convaincre les physiciens de l'existence de l'atome. Meitner et Hahn entament une collaboration qui durera des années pour pénétrer les secrets de l'atome. Mais Lise souffre du traitement que l'université réserve aux femmes. Vous ne vous êtes pas mis le feu à la tête? Comment? Et d'après le directeur, si l'accès de l'Institut de chimie est ouvert aux femmes, elles se mettront le feu à la tête. Oh. Sa barbe est inifugée, je suppose. Bonjour, professeur Hahn. Bonjour. Vous voyez, je suis inexistante pour eux. Une chance que les physiciens reconnaissent un peu mes capacités. Ah oui, que deviendraient les chimistes sans la main si sûre du physicien? Il a fallu des années à Lise pour vaincre sa timidité. En 1912, Hahn et elle ont rejoint le tout nouvel institut de chimie Kaiser Wilhelm, où ils étaient réellement traités en égaux. Lise est ainsi devenue la première femme d'Allemagne à avoir le titre de professeur. À l'époque, on connaissait encore mal l'atome. On a d'abord cru que c'était une sorte de système solaire miniature, avec un noyau solide au centre et des électrons gravitant autour, comme les planètes autour du Soleil. Plus tard, des chercheurs ont suggéré que le noyau lui-même n'était pas un élément solide, mais un ensemble de particules distinctes, des protons et des neutrons. Mais dans ce qu'on appelle les métaux radioactifs, comme le radium ou l'uranium, le noyau lui-même semblait instable. Il perdait de l'énergie et des particules. Peut-être était-ce un exemple de E égale mc2, la masse d'un noyau se transformant en énergie. Ce qui est extraordinaire, c'est la vitesse à laquelle s'est développée la physique nucléaire dans ces années-là. En 1932, on découvre le neutron, on comprend que le noyau, c'est donc un ensemble de protons et de neutrons qui sont couplés par une nouvelle force qu'on appelle la force nucléaire. Cet édifice est très solidaire, très difficile à casser, qui contient potentiellement beaucoup d'énergie, et on va se rendre compte que les réactions nucléaires sont possibles. On peut donc transmuter des éléments, on envoie des neutrons sur de la matière, ça fait de nouveaux éléments. Ça, c'est Fermi qui découvre ça. Joliot-Curie à Paris découvre avec sa femme la radioactivité artificielle. Et à partir de ce moment-là, l'histoire va s'accélérer. Meitner et Hahn sont engagés dans une course vers le cœur de la matière, c'est-à-dire vers le noyau. Voilà un atome plutôt familier. Un noyau au centre, des électrons qui gravitent autour.
C'est le noyau qui nous intéresse. Le noyau est composé de protons et de neutrons. Actuellement, le plus grand noyau que nous connaissions, c'est celui de l'atome d'uranium. Son noyau est une structure condensée de 238 protons et neutrons. Le but de nos travaux est d'essayer de bombarder des neutrons dans cette énorme structure. Et si un neutron arrive à pénétrer à l'intérieur et y rester, nous aurons fait une percée majeure. Meitner est sur le point de faire une découverte majeure. Mais l'Allemagne des années 30 est un endroit dangereux, même pour une scientifique de renommée internationale. La juive met en danger notre institut. Quand les nazis sont arrivés au pouvoir, ils ont presque aussitôt chassé les chercheurs juifs des universités. Einstein était très célèbre, et c'est pour ça qu'il a été l'un des premiers à partir. On l'a expulsé d'Allemagne en 1933. Lise n'a pas été renvoyée tout de suite. Elle a pu rester parce qu'elle était autrichienne. Mais en mars 1938, l'Autriche a été annexée à l'Allemagne. Et sa situation est alors devenue intenable. Qu'y a-t-il? D'inquiétantes nouvelles. Que s'est-il passé? Kurt Hess dit partout qu'on doit se débarrasser de moi. Oui, je le savais. J'ai entendu ça. Je voulais en parler au trésorier de l'Institut avant de vous en informer. Je le vois demain. Rentrez chez vous. Il est tard. Nous finirons. Pour Meitner, la pression devient insupportable. Réputée pour être en désaccord avec les nazis, Anne fait de son mieux pour la protéger. Je dois vous parler de Lise. Anne, désolé, j'ai trop à faire. Nous devons la protéger. Comment? Et que peut-on faire? La situation actuelle est ce qu'elle est, et qui sait ce qui va se passer? Elle doit s'en aller. Tout ça est intenable. Mais elle n'a aucun visa, ni même de passeport. D'ici peu, elle ne pourra même plus sortir d'Allemagne. On ne peut pas abriter le juif. Si elle reste, le régime nous mettra tous dehors. Lise. Orline demande votre démission. Vous ne pouvez pas la jeter dehors. Orline dit qu'elle est devenue persona non grata dans ces murs. Je dois rédiger mon rapport sur le thorium et ses radiations demain. Il faut que je vienne. Vous avez baissé les bras. Lorsqu'il devient évident que Meitner va être renvoyé, et probablement arrêté, des physiciens lui écrivent de toute l'Europe pour l'inviter à des conférences, lui procurant ainsi un prétexte pour quitter l'Allemagne. Mais les nazis refusent de la laisser partir. En juillet 1938, un collègue hollandais vient à Berlin et repart en l'emmenant clandestinement avec lui. Malgré le danger, elle réussit à passer.
Elle avait tout perdu. Sa maison, son poste, ses livres, son salaire, sa retraite et même sa langue natale. On l'avait coupée de ses travaux alors même qu'elle était la meilleure dans son domaine, sur le point de faire une découverte scientifique majeure. Mais en dépit de toutes les privations, Lise ne pense qu'à la physique. Et miraculeusement, Anne et elle parviennent à collaborer par courrier. Mon cher Otto, j'espère qu'après ces 30 années de travail en commun et d'amitié à l'Institut, vous serez au moins en mesure de m'informer autant que possible de tout ce qui se passe là-bas. Une vieille amie de l'université a invité Lise à passer Noël sur la côte ouest de la Suède. Son neveu, Otto Robert Frisch, lui aussi physicien, est venu la rejoindre là-bas. Bonjour. Bonjour. Ma tante? Ma tante? Ma tante? Lise, comment vas-tu, ma tante? Joyeux Noël, ma tante. J'ai besoin de ton aide. Tu viens, nous sortons. Et moi qui avais espéré que tu m'aiderais. À Berlin, Anne obtient des résultats étranges. Le bombardement du noyau d'uranium par des neutrons ne permet pas d'en augmenter la taille. En revanche, les analyses auxquelles il procède semblent montrer que ses expériences sont contaminées par du radium, un atome plus petit. Il met Meitner au courant de ces surprenants résultats. Elle suspecte que quelque chose de très différent se produit. Anne et Strassmann obtiennent d'étranges résultats avec l'uranium. Vraiment? Il y a quelques mois, Anne m'a dit qu'il trouvait du radium parmi l'uranium. Nous cherchons un élément beaucoup plus gros et... nous trouvons un élément tout petit. J'ai pressé Anne de vérifier de nouveau. Ça ne peut pas être du radium. Et voilà qu'il m'écrit pour me dire que ce n'est pas du radium, mais du barium. Mais c'est encore plus petit. Exactement. Anne est sûre que c'est encore une erreur, mais j'avoue que je ne sais plus. Serait-il possible que du barium ait été produit? Anne a encore besoin de toi pour l'interprétation. Ce sont mes recherches aussi, tu sais. Exactement. Que faire? Je ne peux pas y être, alors... Viens, marchons. C'est sûrement une erreur de sa part. Il n'a pas fait ce que tu lui as demandé. Mon cher Robert, il n'est peut-être pas un brillant théoricien, mais c'est un trop bon chimiste pour s'être trompé. Imaginez une grosse goutte d'eau. Elle est instable, sur le point de se diviser. Or, un gros noyau comme l'uranium se comporte de la même façon. Pendant 4 ans, Meitner, Hahn et tous les autres physiciens ont cru que si on bombardait ce noyau de neutrons, il ne ferait que grossir et s'alourdir. Mais Meitner et Frisch, en se promenant dans la neige, ont soudain compris que ce noyau pouvait devenir si gros qu'il se diviserait en deux. Si le noyau a du mal à rester soudé parce qu'il est trop gros, serait-il possible que la poussée infime d'un neutron... Oui, mais si le noyau se divisait, les deux moitiés se séparaient avec une énorme quantité d'énergie. D'où pourrait-elle venir? Combien d'énergie? Nous avons calculé que la répulsion mutuelle des deux noyaux générerait environ 200 millions d'électrovolts. Mais il faut bien que quelque chose fournisse cette énergie. Attends, laisse-moi calculer l'énergie de liaison.
Les deux noyaux sont plus légers que le noyau d'uranium initial d'environ 1/5 de protons en masse. Quoi? Alors de la masse a été perdue? C'est le E égale mc2 d'Einstein? Si on multiplie la masse perdue par la vitesse de la lumière au carré, on obtient tes 200 millions d'électronvolts. Il a divisé l'atome. Non, non, non. Tu as divisé l'atome. C'était une découverte extraordinaire. Bien sûr, au laboratoire, on manipule de petites quantités d'uranium et donc de petites quantités d'énergie. Mais l'important, c'est que la quantité d'énergie libérée était relativement importante et qu'elle venait de la masse même de l'uranium. L'énergie libérée correspondait entièrement à l'équation d'Einstein, E égale mc2. Meitner et Frisch publient dans la revue Nature un article très remarqué sur ce qu'ils appellent la fission nucléaire. En 1944, le prix Nobel de chimie est attribué à Otto Hahn pour son rôle dans la découverte de la fission nucléaire. Dans son discours, il mentionne le rôle clé joué par sa collègue, sans parvenir à dissiper la gêne que lui seul ait été récompensé. Heureusement, en 1966, Lise Meitner, Otto Hahn et Strassmann se verront attribuer conjointement le prix Fermi pour cette découverte capitale. Lise Meitner travaillait là-dessus depuis 30 ans. Elle n'avait divisé qu'une poignée d'atomes, mais ça suffisait. Dès la première fission, le génie est sorti de la bouteille. On découvre que quand il y a fission de l'uranium-235, il y a émission de neutrons qui eux-mêmes peuvent répéter l'opération, c'est-à-dire faire fissionner de nouveaux atomes qui eux-mêmes vont libérer des neutrons, etc. Et là, on comprend que cette réaction en chaîne peut éventuellement conduire à la fabrication d'armes nucléaires ou atomiques. En 1939, plus aucun doute n'est possible quant au caractère belliqueux du gouvernement allemand. Et Einstein alerte le président Roosevelt sur le danger de voir l'Allemagne nazie se doter d'une arme atomique. En 1941, les États-Unis lancent dans le plus grand secret un colossal projet de recherche nucléaire militaire, le projet Manhattan. On a invité Meitner à rejoindre le projet Manhattan, mais elle a refusé. Elle ne voulait rien avoir à faire avec la bombe atomique. Mais Robert Frisch, lui, a joué un rôle important dans l'équipe, car il était convaincu de la nécessité de battre les nazis dans la course aux armes nucléaires. Les bombes lâchées sur Hiroshima et Nagasaki ont révélé la terrible puissance de destruction cachée dans la matière. En libérant les gigantesques quantités d'énergie contenues dans quelques grammes de plutonium et d'uranium sous forme de radiation électromagnétique, on avait semé une telle désolation que le Japon capitula sur le champ. Einstein est l'initiateur de la bombe, non pas parce qu'il a inventé E égale mc2, qui n'est pas une formule qui en elle-même conduit à la bombe, mais parce qu'il a écrit une lettre. Dans cette lettre, il ne dit pas au président Roosevelt « vous devez faire la bombe ». Il dit « les Allemands sont en train sans doute de la faire ».